Paris a eu besoin de son sous-sol pour naître, puisque pour qu'une ville se développe, il faut de l'eau. Donc là où va s'implanter ce qui va devenir Paris, il y a la Seine. Et la chance qu'il y a, c'est que dans les environs, il y a des matériaux qui peuvent être exploités pour construire en dur. Donc c'est l'exploitation de ces sous-sols qui a permis à la ville de se développer. Et aujourd'hui, la ville peut vivre tous les jours grâce à l'utilisation de son sous-sol parce qu'elle y a développé des galeries techniques. C'est le métro, ce sont les égouts, ce sont des galeries pour les câbles téléphoniques, ce sont des galeries pour l'électricité, ce sont des galeries pour le chauffage urbain, pour la climatisation. Donc aujourd'hui, sans ces galeries techniques, la ville, ça serait un grand embouteillage, puisque ce sont quand même plusieurs millions de personnes qui prennent le métro tous les jours. Ça serait un grand silence, parce qu'il y a beau y avoir des satellites, il y a des câbles téléphoniques quand même pour faire passer les communications. Ça serait le noir, parce que l'électricité passe aussi dans les sous-sols. Et donc, Paris ne pourrait pas être une ville moderne s'il n'y avait pas l'utilisation de son sous-sol par tous ces espaces techniques. Dans les profondeurs de la ville lumière se cache sa sœur jumelle, la Cité des Ombres. Constituée par différents réseaux indépendants se déployant sur plusieurs milliers de kilomètres, ces galeries se croisent ou se superposent sans jamais se rencontrer. Parmi ces principaux ensembles, le plus vaste est sans conteste celui des égouts. D'une longueur de 2600 km équivalent à la distance Paris-Moscou, il s'étend directement sous les trottoirs et surplombe les quelques 400 km de tunnels du métro, dont les voûtes plafonnent à une profondeur moyenne de 10 mètres. Enfin, aux alentours de 20 mètres, on trouve le plus profond et le plus ancien de tous ces réseaux, celui des carrières, qui fut architecturé à la fin du XVIIIe siècle et qui reste toujours visitable aujourd'hui. Les premières carrières d'exploitation, ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'elles étaient à ciel ouvert. Les Romains, lorsqu'ils sont arrivés sur ce qui allait devenir Paris par la suite, ont eu la chance donc de trouver du calcaire sous ce qui va devenir aujourd'hui la rive gauche, du gypse sous exclusivement la rive droite. Le gypse, ce sont des sédimentations lagunaires qui ont eu lieu il y a 35 millions d'années. Le matériau qui a sédimenté a cristallisé sous forme de gypse. Et le calcaire s'est formé par sédimentation dans les océans il y a 45 millions d'années. Et quand on regarde bien le calcaire, on voit des fossiles, on voit des petits coquillages. Donc lorsqu'on a la chance de visiter des carrières souterraines, ne serait-ce qu'en visitant les catacombes, on est dans un océan solidifié, si on peut dire. Fin XIIe, début XIIIe siècle, on va commencer les exploitations en souterrain pour une question, je dirais, économique et de temps. Parce que si on veut continuer les exploitations à ciel ouvert, il fallait décaper les terrains qu'il y avait au-dessus. Alors que le plus simple, c'était de rentrer en souterrain directement dans le banc de calcaire ou dans le banc de gypse que l'on voulait exploiter. À partir du moment où on commence les exploitations en souterrain, on pratique un type d'exploitation qui est dite par piliers tournés. C'est-à-dire on creuse des galeries plus ou moins parallèles, que l'on recoupe par des galeries plus ou moins perpendiculaires, et on laisse de place en place des gros étaux de masse qui sont ces piliers tournés qui vont soutenir les terrains qu'il y a au-dessus. Et les carriers, à partir de la fin 15e, début 16e siècle, vont avoir l'idée non plus d'exploiter le calcaire sur toute la hauteur du calcaire qui peut représenter 4-5 mètres de hauteur, mais uniquement sur les bancs qui vont se vendre le mieux. Donc au fur et à mesure que l'on exploite, on remblaye derrière soi le vide que l'on est en train de créer par des déchets d'exploitation. Et on maintient ces bourrages par des hagues. Les hagues, ce sont des petits murets en pierre sèche. Donc une exploitation par hague et bourrage, c'est une succession, quand on regarde un plan, de hague, bourrage, hague, bourrage, hague, bourrage. On a remplacé tout le vide que l'on a creusé dans le calcaire par ces hagues et bourrages. À la charnière du XVe et du XVIe siècle, les carrières se spécialisent. Certains carriers vont préférer l'exploitation de pierres tendres, destinées à la réalisation de sculptures, alors que d'autres vont privilégier celle de pierres dures,
plus adaptée à l'édification des colonnes ou des emmarchements. Ainsi, une carrière spécialisée va pouvoir alimenter plusieurs chantiers, mais un chantier de construction va nécessiter différents types de pierres et va donc s'alimenter à partir de plusieurs carrières. Donc ici, nous sommes au niveau de l'hôpital Cochin. La carrière de Capucin se trouve ici, l'escalier se trouve ici. C'est tout ça, tout ce petit réseau-là, Port-Royal, en dessous aussi, et rue de la Santé, jusqu'à peu près ici. Nous avons 1500 mètres de visite dans les sous-sols. J'ai découvert les carrières en 1976 et M. Clément, qui était le président de l'association à l'époque, voulait conserver un peu un petit bout de carrière pour mettre en valeur et pour faire voir au public ce qu'a été l'extraction de la pierre à bâtir. Le métier de carrier était dangereux, pas très bien payé. Fut un temps des gens qui venaient de la Marche, de la Creuse, du Limousin, qui sont montés sur Paris. Il y avait souvent des incidents. Et il y a beaucoup de carriers qui décédaient pendant le transport, car il n'y avait pas d'hôpital à proximité. Ça explique aussi la création de l'hôpital au-dessus des carrières. C'est une donation de Godefroy de la Tour en 1613. Il a donné le champ aux Capucins. Et l'abbé Denis Cochin a acheté 3 maisons pour soigner les miséreux et les carriers blessés. Donc, au fur et à mesure de soigner les gens, c'est devenu l'hôpital Cochin au cours des siècles. La fontaine qui se trouve sous l'hôpital Cochin est en réalité un puits aveugle, sans accès à la surface. Cette construction visait à mesurer les variations du niveau d'eau avec son échelle d'étiage graduée, afin de pouvoir étudier le phénomène de fluctuation des nappes phréatiques. Donc là, nous avons l'épure de la fontaine, un dessin de la fontaine échelle 1. C'était pris grossièrement au niveau de la dimension qui était voulue, et c'était peaufiné à la suite sur le site. Donc vous avez les numéros des pierres, l'eau est ici, donc là il y a tout le contour, et là les marches. La pointe de compost se trouve encore là, d'origine. C'est rare, on n'a retrouvé aucun plan comme ça, aucun. Donc c'est pour ça que ça a été classé. Alors voici un souvenir de Notre-Dame. Nous avons une réplique de l'entrée du portail de Notre-Dame. D'après un rapport de Colbert, la nef de Notre-Dame aurait été réalisée avec des pierres extraites de la carrière des Capucins et du Val-de-Grâce. Alors ça, c'est une trace faite au noir de fumée. Ça permettait aux carriers d'aller au fond de taille, c'est-à-dire aux travaux qu'ils avaient à faire, et d'en sortir, puisqu'il faut s'imaginer qu'à l'époque, nous avons une bougie ou une lampe à huile, le grand maximum, on n'y voit rien. Donc ils se repéraient au ciel comme ça, ils suivaient sur le trait de vie ou fil d'Ariane, comme vous voulez. Alors on essaye de remonter une hague à l'ancienne, on remplit déjà la cavité et après on termine par les moellons pour fermer. Là il va falloir que je retaille un tout petit peu ici. Voilà. Ben là maintenant ça va faire 27-28 ans que je fais partie donc de l'association. C'est une passion, parce qu'on est tous pratiquement du milieu souterrain, que ça soit spéléo, minéralogie et tout. Et puis on s'est aperçu vraiment que
Il y a vraiment un patrimoine important. Il serait temps donc de faire une préservation et de le sauver. C'est la mémoire de Paris, c'est à sauvegarder. C'est une priorité. Les clairières, lorsqu'elles ont été exploitées, elles étaient sous la campagne. Et quelques siècles après, la ville de Paris s'étant tellement agrandie, elle est venue se construire au-dessus du vide d'anciennes carrières. Et le vieillissement de ces carrières, plus la masse de bâtiments qui a été rajoutée sur les terrains qui étaient sous-minés, fait qu'il y a des effondrements qui ont commencé à apparaître et qui ont commencé à impacter la sûreté de la ville. Et par exemple, en décembre 1774, il y a eu un gros affaissement qui a eu lieu au nord de la place d'Enfer Rochereau, qui a vraiment impacté plusieurs immeubles qui se sont écroulés et qui d'un seul coup disparaissaient de la surface de Paris. En 1778, par exemple, au niveau de Ménilmontant, il y a 7 personnes qui disparaissent d'un seul coup dans un fontis, qui sont englouties, avalées véritablement par la carrière de gypse dont le vide souterrain vient de remonter en surface. Et le dernier gros effondrement qu'il y a eu en région parisienne, ça a été en juin 1961 à Clamart. Il y a eu tout un secteur entre Clamart et Issy-les-Moulineaux qui s'est écroulé. Là, c'est un affaissement d'une carrière de craie et il y a eu 21 morts. Mais quand on regarde des photos aériennes de ce dernier gros accident de carrière en région parisienne, tous les terrains sont fissurés et on a l'impression de voir un tremblement de terre. Lorsque Louis XVI prend conscience du péril qui menace Paris et de l'étendue du problème de sûreté engendré par les effondrements de son sous-sol, il crée l'inspection générale des carrières le 4 avril 1777. Puis il nomme à sa tête un brillant architecte, Charles-Axel Guillaumeau, chargé de cartographier, d'architecturer et de consolider ce réseau. Ce dernier, qui aurait pu se contenter de créer des piliers informes pour remplir cette tâche, va commencer à travailler sous terre en employant les mêmes méthodes que pour les bâtiments royaux. Ainsi, il utilise des techniques d'architecture sophistiquées afin de réaliser de beaux massifs, souvent agrémentés par des tas de charges et autres encorbellements. Et cet architecte, il a fait toutes les consolidations pendant que la ville fonctionnait au-dessus. Et les principes qu'il a adoptés, donc de faire des massifs de maçonnerie à l'aplomb des façades des maisons, de faire sous les artères principales qui étaient suffisamment larges, de ménager 2 galeries parallèles recoupées par des transversales, imposer que partout les ouvriers puissent passer debout avec une brouette. Donc tous les principes qu'il a adoptés ont été suivis par tous ses successeurs depuis la création du service en 1777 jusqu'en 1909. Par exemple, lorsqu'on est dans les galeries de carrière, on voit 2 types principaux d'inscriptions qui sont soit des noms que l'on va assimiler à des noms de rues ou des noms de localisation par rapport à la surface. Et on a aussi une codification trinomiale, un numéro d'ordre, une initiale, une année. Ça, c'est pour identifier chacun des piliers et pour pouvoir dire, quelques années après, ou 50 ans après, ou 100 ans après, ah, ce pilier qui a cédé ou qui n'a pas empêché un problème ou qui est fissuré maintenant, c'est un pilier qui a été construit sous Guillaumeau. On peut retrouver encore les attachements, les dessins d'architectes qui sont dans les archives qui correspondent à la construction de ce pilier. Tout ça, c'est des choses qui ont été développées par Guillaumeau. Donc là, c'est écrit rue des Bourguignons sous le mur du Val-de-Grâce. Donc c'est un repérage du sous-sol par rapport à la surface. À l'époque, la rue des Bourguignons longeait les grilles du Val-de-Grâce. L'intérêt à voir, c'est que là, il y avait une fleur de lys et ça a été détruit à la Révolution. Les seules fleurs de lys qui ont été conservées, il n'y en a pas beaucoup sous Paris, c'est parce qu'ils étaient cachés à l'époque par du remblai ou autre. Oui, il y a une très belle consolidation de Charles-Axel Guillaumeau, date de la création de l'inspection, 1777. Le G est ici, et la 29e tranche de consolidation des environs, c'est-à-dire sous l'hôpital Cochin.
Et à la même époque, on est confronté à un autre problème, qui est un problème de salubrité dans la ville, autour du cimetière des Innocents. Le cimetière des Innocents, c'était l'un des plus anciens cimetières de Paris. Et à la fin du XVIIIe siècle, il commençait à y avoir des plaintes de riverains parce qu'on avait tellement entassé de corps dans ce cimetière. Parce qu'il faut imaginer, lorsqu'on creuse une tombe, on met un corps, on remet la terre par-dessus. Donc on élève de quelques millimètres, on va dire, la terre. Mais quand on fait ça pendant des siècles et des siècles, à la fin du XVIIIe siècle, le sol du cimetière était 2,50 m au-dessus du niveau des rues. Et tous ces corps qui étaient en putréfaction dans le cimetière, lorsqu'il pleuvait, l'eau s'infiltre dans le cimetière, alimente un nappe phréatique et, manque de chance, la ville de Paris s'alimentait beaucoup par l'intermédiaire des puits à eau. Donc il y avait des contaminations. Les riverains qui avaient des caves à proximité du cimetière des Innocents s'apercevaient que le lait se caillait tout seul, que le vin tournait vinaigre. Ils évitaient de toucher les parois parce qu'ils voyaient des liquides qui suintaient le long des parois. L'air était méphitique. Et en fait, en février 1780, il y a une fosse commune qui explose littéralement et dont le contenu se répand dans la cave d'un particulier, rue de la Lingerie. Et à ce moment-là, il est décidé de fermer le cimetière des Innocents. Donc on a cherché un nouvel emplacement et c'est encore Charles-Axel Guillaumeau qui va régler le problème en trouvant une carrière à l'extérieur de Paris. À l'époque, cette carrière, elle est sous la plaine de Montrouge et elle est à l'abandon. Et il va décider d'aménager cette carrière pour en faire un ossuaire municipal et général de la ville de Paris. En 1785, on commence à exhumer les corps du cimetière des Innocents et à transférer nuitamment les ossements dans un lieu de dépôt provisoire avant de pouvoir véritablement les apporter aux catacombes. En effet, l'Église résiste un peu. On la dépossède de la gestion exclusive de la mort. Finalement, l'Église finit par accepter la création de cet ossuaire municipal et en avril 1786, on consacre officiellement une partie des carrières qui sera affectée à cet usage d'ossuaire municipal, des carrières qui se situent au lieu dit de la Tombissoire, c'est-à-dire dans la plaine de Montsouris, les actuelles catacombes de Paris. Les transferts commencent dès avril 1786. On déverse les ossements à travers des puits qui sont des puits de carrier. On y transfère d'abord le cimetière des Innocents et puis au cours des années 1787, 88 et jusque 89, d'autres cimetières urbains qui eux aussi ont été déclarés délétères. C'est le cas par exemple du cimetière de Sainte-Croix de la Bretonnerie ou de Saint-Méry. On est vraiment sur les cimetières du centre parisien. La Révolution éclate. Jusque-là, c'est un lieu de sépulture secondaire. On y transfère les anciens cimetières qui sont fermés. Avec les victimes des événements de la Révolution, eh bien, les catacombes vont devenir, pour un temps seulement, un lieu de sépulture primaire, puisqu'on va y enterrer certaines de ces victimes. Si l'entrée principale de ce lieu que l'on dénomme déjà les catacombes de Paris est monumentale, c'est parce qu'en 1809, Louis-Étienne Héricard de Thury, qui est le second inspecteur général des carrières et successeur de Charles-Axel Guillaumeau, va prendre la décision d'ouvrir l'ossuaire municipal aux visiteurs. Cependant, l'objectif de ce choix n'est pas d'en faire un lieu d'attraction macabre, mais plutôt de permettre aux familles des victimes de la Révolution, comme à celles des défunts dont les corps ont été transférés aux catacombes, de pouvoir se recueillir dans le lieu de sépulture de leurs ancêtres.
Héricard de Thury va donc concevoir un lieu visitable. C'est lui qui est à l'origine des aménagements des catacombes, de la disposition des ossements, mais aussi de l'ensemble des éléments décoratifs qui ponctuent le parcours des catacombes. Évidemment, ces éléments décoratifs, ils vont évoluer après Héricard de Thury et avec ses successeurs, mais c'est lui qui est le concepteur général de ce cimetière. Et c'est bien le projet d'un cimetière laïque qui a été mis en place par Héricard de Thury. Pourtant, Héricard de Thury est un monarchiste catholique convaincu. Donc cette décision, elle est véritablement philosophique. Il veut créer, avec l'ossuaire municipal, un lieu de déambulation philosophique qui permette aux visiteurs de prendre conscience de sa mortalité et d'avoir une réflexion sur le caractère inéluctable de la fin. C'est pour ça que tous les éléments qui ont été choisis, les piliers, les inscriptions qui vont être placées à différents endroits du parcours sont des références à l'Antiquité, une Antiquité héroïque, glorieuse, celle des Égyptiens, celle des Romains, celle des Grecs, qui finalement est déconnectée d'un propos religieux chrétien pour permettre cette réflexion beaucoup plus profonde sur la mort. On ne trouve ce mode d'exposition nulle part ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que l'essentiel des ossements qui proviennent des différents cimetières parisiens sont disposés sous forme de remblais dans les différentes cavités créées par les carriers au moment de l'exploitation des carrières. Et puis ces ossements vont être bloqués par les hagues, les murs qui sont constitués des os longs, essentiellement les tibias, les fémurs, auto-bloqués par la disposition des ossements, dans lesquels vont s'insérer les crânes qui vont former des motifs plus ou moins explicites. Les motifs religieux étant assez rares, ici on a une croix qui est dessinée par les crânes, mais c'est une originalité. L'essentiel des motifs sont plutôt des motifs géométriques ou des chevrons qui marquent la partie supérieure des hagues avec ces ensembles de crânes. Donc on a vraiment ici une disposition qui rappelle la destination première de ces espaces en tant que carrière et leur réaffectation en tant qu'ossuaire municipal. Les catacombes sont le lieu de sépulture de très grandes personnalités de l'histoire de France. Les cimetières qui ont été transférés, on sait qui y reposait, donc on sait qui arrive aux catacombes. On pourrait citer des personnalités dans tous les domaines, que ce soit le domaine artistique, François Rabelais, Racine, Simon Vouet, Jacques Stella. Dans le domaine politique, Robespierre, Danton, Hébert, Marat reposent aux catacombes. Dans le domaine historique, Madame de Pompadour repose aux catacombes, Madame Élisabeth. Ce qui est un peu troublant, c'est d'imaginer que finalement tous ces ossements sont mélangés et que peut-être les ossements de Madame Élisabeth sont mélangés à ceux de Robespierre ou de Fouquier-Tinville ou d'un simple mendiant, puisque une grande partie des défunts qui sont aux catacombes sont des défunts anonymes. Et finalement, c'est là où on est face au véritable temple de l'humanité, c'est que quel que ait été le statut que vous ayez eu dans votre vie, les ossements sont tous mis au même niveau dans les catacombes. Et c'est bien la réflexion que voulait mettre en œuvre Héricard de Thury. On est ici devant un ensemble de sculptures et c'est l'un des ouvriers de cette inspection générale des carrières, Antoine Descures, dont on sait peu de choses, qui est à l'origine des sculptures que vous apercevez derrière moi. En effet, pendant ces temps de pause, et notamment au moment du déjeuner, Antoine Descures a sculpté 3 vues monumentales dans la roche de ports des Baléares, de Minorque, dans lesquelles il avait été fait prisonnier au moment du conflit qui opposait la France et l'Angleterre dans cette région. Revenu en France, installé à Paris, Antoine Descures est devenu carrier. Et donc c'est un peu en souvenir de cette déportation à Minorque qu'il a sculpté ces ensembles qui aujourd'hui constituent des curiosités.
Ces œuvres populaires n'ont bien évidemment pas un intérêt majeur au niveau de l'histoire de l'art, mais plutôt pour rappeler aux visiteurs l'origine initiale de l'ossuaire, ainsi que l'arrêt de l'exploitation des carrières. Aujourd'hui encore, les sculptures de Décure constituent un point fort de la visite des catacombes et ont même donné son nom au quartier des souterrains parisiens dans lequel elles se trouvent, puisqu'on les appelle depuis lors les carrières de Portmao. Nous sommes sur le point le plus haut de Paris sur la voie publique, puisque nous sommes au sommet de la colline de Belleville. Et nous sommes ici à l'intérieur d'un bâtiment qui s'appelle un regard, qui fait partie du système qui alimentait les anciennes fontaines de Paris pendant au moins 5 siècles. Au Moyen-Âge, c'est l'apogée du christianisme en Occident, et le site de Paris a vu l'installation de grandes abbayes. Et ces communautés religieuses autrefois, c'était elles qui avaient vocation de soins aux malades, donc de grands besoins en eau. Et il se trouve que l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs et l'abbaye de Saint-Lazare possédaient, sur la colline de Belleville, des champs, des vergers, des cultures, et ils avaient noté que partout sur cette colline, l'eau sointait de tous les côtés. Et ces religieux ont eu cette idée de dire, si on arrivait à drainer ces eaux de nos terrains, comme on est sur une hauteur, il serait facile, en suivant la pente, d'alimenter nos établissements situés en contrebas. Donc ils ont drainé la colline comme on draine un champ, et les premiers travaux effectués dans les environs ont été effectués à partir du XIIe siècle. Donc l'ensemble des eaux captées sur les hauteurs de Belleville, ça s'appelle les sources du Nord, parce que nous sommes au nord de Paris. Et du XIIe siècle au XVIIe siècle, dans les fontaines de Paris, il n'y avait que l'eau captée ici. C'est donc pour protéger ces points stratégiques où se rassemblaient les eaux qu'on a construit des petits bâtiments en pierre portant le nom de regard. Leur vocation principale est de garder ces jonctions, mais également de permettre d'accéder au système pour l'entretenir comme pour le surveiller. Ce regard porte le nom de regard de la lanterne, à cause du petit chapiteau qui se trouve à son sommet. On appelle en architecture un lanternon et qui amène à la fois de l'air et de la lumière à l'intérieur de l'ouvrage. Et on peut dire qu'on a affaire à un petit monument de l'architecture baroque française. Vous voyez que ce n'est que courbe et contre-courbe, puisque vous voyez ici, on a un véritable petit temple dédié à l'eau qui est là uniquement pour protéger le bassin. Mais il faut bien voir que personne ne rentrait dans ces ouvrages à part les fontainiers et le conseil municipal. Donc un ouvrage de très grande qualité qui prouve bien l'importance que l'on donnait à l'alimentation en eau des Parisiens. Donc ici, ça avait l'avantage d'être une eau fraîche, puisqu'elle voyageait à l'abri de la lumière dans des conduites souterraines. C'était de l'eau de pluie qui passait à travers les champs et les cultures. Maintenant, la ville, elle est étanche. Il y a du bitume partout, du béton partout. Les immeubles de grande hauteur que vous voyez autour ont tous des parkings souterrains sur plusieurs niveaux, avec des pompes électriques qui font encore baisser le niveau des nappes phréatiques. Donc, ce qui fait que dans les quelques ouvrages qui restent, il ne coule plus que quelques gouttes qui arrivent encore à s'infiltrer.
Donc le peu d'eau qui coule aujourd'hui encore dans les regards, eh ben, elle se termine dans les égouts. Alors ici, on est à 3 mètres sous terre. Les égouts, en moyenne, sont à 3-5 mètres en termes d'égouts élémentaires. Des grands collecteurs peuvent descendre jusqu'à 50 mètres, mais c'est très rare. Ce réseau d'égouts date de la moitié du 19e siècle. En fait, il y avait très peu d'égouts à l'époque. Il y avait une petite centaine de kilomètres d'égouts. Et la plupart des eaux usées étaient dans les rues et les gens étaient en contact permanent avec ces eaux usées. Et donc, ça générait des maladies, notamment le choléra. Donc, une épidémie de choléra démarre en 1832. Et qui génère la mort de 19 000 Parisiens. Pour éviter que ces catastrophes se reproduisent, on va quand même réfléchir à créer un réseau d'égouts moderne. Donc à partir de l'arrivée de Napoléon III au pouvoir, Napoléon III demande à Haussmann de s'occuper de la modernisation de Paris. Donc le vrai créateur du réseau d'égouts, c'est Eugène Belgrand, qui est un ingénieur qui a été embauché par le préfet Haussmann pour créer le réseau d'égouts. Il a, en plus d'avoir créé ce réseau d'assainissement, créer tous les apports en eau potable qui permettaient aux Parisiens d'avoir de l'eau dans leurs immeubles. Donc petit à petit, on va commencer à créer un réseau d'assainissement important. Et à partir de 1892, donc quelques années après la construction du réseau, on a une loi qui s'appelle la loi du tout à l'égout qui oblige chaque immeuble qui est pourvu d'un égout en son sous-sol à rejeter directement dans le réseau d'égouts. Le réseau de 2600 km de galeries qui constitue les égouts est entièrement visitable. Cet ensemble a pour particularité d'être à la fois unitaire, c'est-à-dire qu'il collecte et rassemble à la fois les eaux de pluie et les eaux usées, mais également gravitaire, puisque c'est la pente des égouts qui permet à l'eau de s'évacuer vers les stations d'épuration grâce à la force de gravité. Il y a 150 ans, à la création du réseau, l'équipement individuel se résumait à des bleus de travail, une paire de bottes et une casquette. Aujourd'hui, le service a beaucoup amélioré la protection du personnel et on est équipé très correctement pour pouvoir descendre en toute sécurité dans le réseau d'égouts. Un des dangers principaux sont les gaz toxiques. Donc on a des détecteurs de gaz, des masques intégrales et des masques, ce qu'on appelle des masques de fuite, qui nous permettent de remonter en toute sécurité munis d'une petite réserve d'oxygène. Je vous propose de rentrer dans un égout élémentaire pour vous donner une petite idée de la taille de ces ouvrages. On va s'arrêter ici et on va parler de ce qu'on appelle des branchements particuliers. Donc c'est les branchements, c'est la liaison entre les habitations parisiennes et l'égout. Le branchement particulier est une galerie accessible depuis la cave. Le réseau parisien en compte plus de 100 000. On arrive ici devant un collecteur principal et devant un bassin de dessablement. Ce collecteur principal fait 3 km de longueur, 2 mètres de profondeur et il est nettoyé par la machine que vous voyez devant vous qui s'appelle un bateau-vanne. Le principe du bateau-vanne, c'est le principe de l'effet de chasse. La vanne prend la forme exacte de l'égout, fait monter le plan d'eau derrière elle. L'eau, quand elle s'est accumulée, on ouvre la vanne en bas et l'eau accélère sa pression et pousse ses sables jusqu'au bassin de dessablement où ensuite elles sont collectées. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le bateau-vanne est utilisé depuis 150 ans et encore utilisé en 2021. C'est-à-dire que les inventeurs de cette technique, Belgrand notamment, ont fait quelque chose de tellement efficace que c'est encore utilisé de nos jours.
principe du réseau d'égouts, c'est un peu le principe ruisseau, rivière, fleuve. C'est-à-dire que l'égout alimentaire se jette dans un collecteur secondaire qui lui-même se jette dans un collecteur principal et qui finit en fait vers des émissaires qui sont des gigantesques collecteurs qui partent vers les stations d'épuration où aujourd'hui elles sont traitées et rejetées en Seine. On arrive ici devant une station de mesure de la pollution de la Seine. Une des 3 stations qui existent autour de Paris et de la Petite Couronne. Elle permet de mesurer différents types de pollution. L'oxygène dissous, la conductivité, le potentiel d'hydrogène, l'ammonium, la turbidité, etc. On a également les systèmes qui permettent aujourd'hui de récupérer la pluie pour éviter un maximum de la rejeter en Seine. Aujourd'hui, le réseau des égouts a 150 ans d'existence et devrait pouvoir perdurer encore longtemps, tout en continuant à se moderniser et suivre l'évolution des techniques, mais en fonctionnant toujours sur les mêmes principes. Les premiers travaux du métro, c'est 1898. Et surtout, il y a un ingénieur épris de technique et de modernité qui est Fulgence Bienvenu, qui va bouleverser les idées reçues jusqu'alors. Le réseau que nous connaissons aujourd'hui est fondamentalement lié à l'œuvre qu'il a réalisée. Et il va adopter la fée électricité pour l'attraction, pour l'éclairage, pour la maintenance et indirectement pour la signalisation. Il va aussi partir d'une deuxième idée, c'est que le réseau va se complexifier, il le prévoit dès le départ, et donc ça sera d'interconnecter toutes les lignes entre elles. Et il sait que le gros problème de la construction d'une infrastructure, ce sont les expropriations. Et donc, on va régler le problème. La ville de Paris est propriétaire de son réseau de voirie, le métro va sous la voirie, point. Et il réalise ses plans avec ses collègues des services des eaux et d'assainissement, qui eux-mêmes, lorsqu'ils réalisent des ouvrages nouveaux en matière d'assainissement, vont tenir compte des projets du métro. Donc en fait, cette organisation et cette gestion de l'enchaînement des travaux va avoir son importance et va permettre aussi, dans sa construction, de prévoir le futur. Sachant qu'on veut que le métro soit prêt pour l'Expo de 1900. Et donc, il faut faire vite. Et pour faire vite, eh bien, on va tout simplement fermer la voirie à la circulation, et on barre les rues, et on éventre les rues, et on construit en tranchées ouvertes. Voilà, donc par exemple, imaginons aujourd'hui la rue de Rivoli fermée, sur tout son tracé, pour permettre la construction de la ligne 1 du métro. C'est ce qui a été fait. L'exploitation du métro, elle a commencé avec l'ouverture de la ligne 1, le 19 juillet 1900, à 13h précisément. C'est comme ça. Le métro, il n'a pas été construit par l'entreprise qui l'exploite. Il a été construit par la ville de Paris, qui a prévu grand. Et l'entreprise qui l'exploite, qui est un concessionnaire, la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, comme en 1900, il n'est pas complètement sûr que ce métro, ça va très très bien marcher, autant qu'on ne l'espère, eh ben, il va choisir un matériel roulant au juste nécessaire pour le début de l'exploitation. Or, le métro, ça va bien marcher. Ça va même mieux marcher que prévu. Et on sait très rapidement que cette première génération de véhicules et de modes d'exploitation, elle est dépassée. Et qu'il va falloir la changer. Et puis, ce changement, il va être précipité le 10 août 1903 à la station Couronne,
eh ben, il va y avoir 84 morts asphyxiés suite à un ensemble d'incidents qui forment une catastrophe. Et cette catastrophe, ben, c'est l'incendie de 2 rames à caisse en bois sur la base d'un relativement banal incident électrique. Donc ça va être, certains diront, le Titanic du métro, sauf que le métro, lui, n'a pas coulé, donc il s'en est sorti de cette catastrophe. Mais ça va nécessiter de complètement repenser le mode d'exploitation de cette infrastructure neuve en multipliant les accès, en renouvelant totalement le matériel roulant pour du matériel métallique, revoir les conditions d'exploitation. Et donc, c'est ainsi que, peu avant la Première Guerre mondiale, eh bien, on a un métro qui tourne avec le matériel le plus moderne possible à l'époque. Et ce matériel, il a été réellement bien conçu, ainsi que les méthodes d'exploitation, parce que le concept d'exploitation mis en place à ce moment-là, il a duré jusqu'aux années 1970, c'est-à-dire plus de 60 ans, et même une dizaine d'années de plus pour le matériel roulant, qui n'a quitté l'exploitation qu'en 1983. Dans les années 70, l'augmentation de la tension électrique du réseau va permettre le développement de nombreuses modernisations qui vont constituer progressivement le métro tel que nous connaissons aujourd'hui, comme la mise en place d'une billetterie magnétique ou encore la régulation centralisée du trafic. Tous ces progrès correspondant à l'arrivée de l'informatique dans l'exploitation d'un réseau ancien qui se modernise. Puis depuis les années 2000, débute la période de l'automatisme, avec l'ouverture de la ligne 14, qui est la première ligne de métro à forte charge automatique au monde. Et donc on va trouver donc des solutions technologiques qui vont permettre de répondre à un seul besoin, et qui est le même besoin depuis 1900, augmenter la capacité de transport, faire face à la demande, parce que nous, on ne peut pas refuser les voyageurs. Il n'y a personne à l'entrée, il n'y a pas de videur comme dans une boîte de nuit qui dit oui, bah vous pouvez rentrer, vous non, nous, on prend tout le monde. Il arrive même qu'on prenne les gens qui ne payent pas, rendez-vous compte. C'est très mal. Mais on est obligé de faire face à la demande. Donc on va continuer de travailler les techniques et entre-temps le progrès s'est développé et les premiers boucliers et tunneliers qui ont été mis au point se sont modernisés. Donc en fait le tunnelier c'est une machine qui peut aller jusqu'à 50-100 mètres de long, hein, c'est-à-dire grosso modo la longueur des stations de métro de la ligne 14 aujourd'hui. On fait l'avancée de l'ouvrage en creusant devant. Par les voussoirs que l'on installe, au fur et à mesure, on réalise les problèmes de maçonnerie et de soutènement de l'ouvrage qui est en train d'être réalisé. Et on évacue les terres en arrière. Ça va être une étape extrêmement importante, puisque par la suite, ça va être l'usage généralisé que l'on va développer. Bien avant la Seconde Guerre mondiale, Paris vit dans la peur d'une vengeance allemande et de leur utilisation massive des gaz de combat qui furent développés lors du précédent conflit. Pour anticiper une situation potentiellement dramatique, il est donc décidé de fabriquer de nombreux abris souterrains adaptés à cette menace. Ces abris étanches au gaz se caractérisent tous à peu près par le même type de construction. Il faut un sas d'entrée
pour être sûr qu'il n'y ait pas de gaz toxique qui rentre à l'intérieur. Ces abris doivent être autonomes en fonctionnement. Et donc, il y a un groupe électrogène qui est là pour assurer la continuité de l'électricité. Et si ce groupe électrogène tombe en panne ou s'il n'y a plus de gasoil, il y a des systèmes cycloventilateurs. Des personnes montent sur des vélos, pédalent et grâce à la dynamo rétablissent l'électricité, soit ce sont des systèmes à manivelle, et en plus font tourner une ailette dans des tuyauteries qui va faire circuler l'air, qui va aller passer sur des filtres à charbon pour purifier l'air. Autre caractéristique de ces abris, ils doivent être toujours en surpression par rapport à l'air extérieur. C'est-à-dire si jamais cet abri se fissure à cause de bombardements, il faut que ce soit l'air intérieur qui sorte et non pas l'air extérieur contaminé qui pénètre dans l'abri. À partir du moment où il y a eu quelques bombardements de Paris intramuros, les habitants spontanément cherchent à se réfugier en fait dans les caves, vont dans le métro, mais vont aussi éventuellement dans les carrières. La distinction est que l'on parle de 3 abris dans le métro parce que ce sont des abris étanches au gaz. Le reste, ce sont des stations souterraines qui sont devenues des refuges pour la population. Mais il y a eu 40 000 abris qui ont été aménagés dans les caves de Paris. Donc la majorité de la population descendait dans les caves de Paris au moment des bombardements, au moment des alertes surtout, pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous en souvenez-vous? C'était hier. L'ennemi était encore là. Il épiait, il rôdait, il voulait savoir, il torturait, il tuait, il assassinait. Aucune précaution n'était superflue. Pendant les heures historiques de l'insurrection, sous terre, en pleine capitale, sous les profondes catacombes, le colonel Roll, à son poste de commandement, dictait ses ordres. Roll Tanguy, du 20 au 25 août 1944, il est venu installer son poste de commandement dans l'abri de la place d'Enfer Rochereau, qui était un abri de défense passive pour le service des eaux de la ville de Paris et le service du métropolitain. Et la petite anecdote veut que tous les jours, il y avait un Allemand qui téléphonait et tombait sur le téléphoniste de l'abri de défense passive. Et l'Allemand demandait pas de problème et le téléphoniste disait non, il n'y a pas de problème. Alors que Roll Tanguy, pendant ces 5 jours, a coordonné l'insurrection de Paris à partir des sous-sols. FFI de la région Île-de-France et ouvrir la route de Paris aux armées alliées victorieuses et les y accueillir. Le colonel-chef régional, Roll. Et on peut dire que la libération de Paris est venue des sous-sols de Paris, puisque le QG de Roll Tanguy était dans cet abri de défense passive qui est établi au niveau des carrières et qui est en communication, bien sûr, avec les catacombes et avec un certain nombre de sorties. Et c'est pour ça que le colonel Roll Tanguy avait choisi cet abri. Et en plus, dans cet abri, il y avait un réseau téléphonique indépendant, plus le réseau de l'ancêtre de la RATP qui a permis de suivre toute l'arrivée des libérateurs à partir du débarquement. Le milieu souterrain est fragile parce que la moindre modification ou la moindre dégradation, il n'y a aucune autorité qui prend conscience que c'est un milieu historique. Ce sont des particuliers ou des associations qui essayent de sensibiliser les administrations que Paris, c'est pas qu'une entité fonctionnelle, il y a aussi un esthétisme, il y a une histoire, il y a une culture, c'est un ensemble. Aujourd'hui, de nombreux documents sont encore à trouver dans les archives et des pans entiers de l'histoire des sous-sols parisiens restent toujours inconnus. Seules quelques fractions des carrières souterraines ont été protégées, comme c'est le cas de celles des Capucins, du Val-de-Grâce ou encore de Port-Mahon. Mais une mesure de classement n'est pas une mesure de sauvegarde.
Et même l'ossuaire n'est pas inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le danger plane sur la Cité des Ombres et les gardiens dévoués du patrimoine souterrain doivent continuer à veiller sans jamais baisser leur vigilance.